Le Panama, légèrement plus grand que la Suisse, mérite mieux que la simple évocation d'un canal, aussi impressionnant soit-il. Dans un monde où la nature sauvage se fait rare, où les peuples premiers disparaissent, voilà un pays encore préservé qui nous invite à une visite étonnante. Une nature exubérante, des tribus qui ont façonné l'âme d'un pays d'une grande diversité culturelle, des lieux chargés d'histoire. C'est une découverte au gré des alizés qu'il souffle des Caraïbes ou du Pacifique. Sans oublier l'atmosphère particulière autour du volcan qui finira de nous surprendre. Panama City est la capitale du Panama, une des villes les plus cosmopolites d'Amérique centrale, avec un brassage de population venue aussi bien des Caraïbes que des Amériques, dont ces gratte-ciel sont le témoignage de la vivacité de son économie toujours en mouvement. La métropole abrite 880 000 habitants, pour un pays qui en compte à peine plus de 3,8 millions. La ville s'étire au sud du pays sur l'océan Pacifique. La partie moderne est à l'est, tandis que la vieille ville est à l'ouest. Une route contourne par la mer le Casco Viejo. C'est ici, au pied de la colline d'Ancón, que les Espagnols ont transféré la capitale après la destruction de la ville originelle en 1671. Sur cet emplacement, la ville était plus facile à défendre. Les bateaux ne pouvant approcher en raison d'une barrière de corail, elle était aussi entourée de remparts conséquents. Lorsqu'en 1904 débute la construction du canal, l'afflux de population va repousser les frontières de la ville vers l'est. Le Casco Viejo est peu à peu abandonné par les familles bourgeoises pour devenir un bidonville. La restauration de tout le quartier a pris du temps. En 2003, l'UNESCO l'inscrit au patrimoine mondial. Les travaux ne sont cependant pas encore achevés. Dans ces vieilles demeures, on vit beaucoup sur les balcons ou sur les trottoirs pour profiter de petites brises rafraîchissantes. Le style architectural du Casco Viejo est à l'image de son passé. Le style colonial côtoie l'art déco, le brassage est permanent. À l'extrémité de l'ancienne cité, la place de France rend hommage à la fois à l'initiative de la construction du canal et aux 25 000 ouvriers qui trouveront la mort durant ces travaux. La plupart d'entre eux auront été victimes soit de la fièvre jaune, soit de la malaria. C'est à cette époque que le Cubain Carlos Finlay découvrira comment les moustiques étaient des vecteurs de transmission de la fièvre jaune et ont pu ainsi commencer à l'éradiquer. Plus à l'ouest, la baie d'Amador est un secteur important pour la ville. On vient d'y construire un bâtiment audacieux signé par Franck Géry qui abrite le musée de la biodiversité. Mais il marque surtout l'entrée du canal de Panama côté Pacifique, matérialisé par le pont des Amériques. Panama la Vieja, qui est aujourd'hui la vieille ville, a été fondée en 1519 par le conquistador Pedro Aires d'Ávila, avec une centaine d'habitants. Ce sera la première colonie européenne sur la côte pacifique. Le village de pêcheurs devient rapidement une tête de pont pour l'exploration et la conquête du Pérou
et un point de transit pour l'or à destination de l'Espagne. 2 ans plus tard, la ville acquiert le titre de cité royale et sa prospérité devient l'objet de convoitises, en particulier des pirates. En 1671, le pirate gallois Henry Morgan, avec ses 1200 hommes, saccage complètement la ville. Les Espagnols, après cette destruction, établiront le Casco Viejo à 8 km plus à l'ouest. L'avenue centrale fait un peu la liaison entre le Casco Viejo et les quartiers plus modernes. C'est tout autour de cette artère que bat le cœur de la ville, où l'on vient faire quelques courses ou tout simplement flâner. La banane plantain est un des légumes les plus populaires du pays. Elle ressemble en tout point à la banane dessert, dont elle est issue, mais plus épaisse, elle est surtout cuisinée en friture. Lorsque le Panama a obtenu son indépendance de la Colombie en 1903, ajouté à une situation géographique particulière, le dynamisme de la capitale n'a fait qu'augmenter. Ce foisonnement et ce brassage ethnique contribuent aussi à l'énergie que dégage la ville. Le carnaval est une des résultantes de ce métissage. Il a lieu en février. C'est un des événements majeurs du pays que l'on répète tout au long de l'année. À la sortie du Casco Viejo et donnant sur l'avenue Balboa, le marché aux poissons est incontournable. C'est un des endroits emblématiques de la capitale. Tous les matins, c'est la cohue le long des quais pour décharger la pêche du jour. Avec un pays qui possède des côtes sur 2 océans différents, le poisson ne peut être qu'ancré dans le mode de vie du pays. Le marché date de 1995. Il a été construit avec la coopération technique du Japon pour accueillir tous les produits issus de la mer. Il fournit toute la ville. Il y a une grande variété de poissons. À proximité des côtes, on pêche des carpes rouges qui font entre 15 et 50 kg. Des mérous qui dépassent souvent les 40 kg. Plus au large, on pêche le tarpon, le wahou ou encore la dorade coryphène, alors que le marlin se capture en pêche sportive. Devant la réduction de la ressource, le pays a développé avec succès l'élevage, en particulier pour les crevettes. Les crustacés sont aussi en vedette. Ils entrent dans la composition du ceviche, le plat traditionnel de toute l'Amérique latine, à base de poissons crus. Entre les stands, on débite des oignons, du piment, de la coriandre, sans oublier le jus de citron qui entre dans la composition de ce que l'on déguste ici à toute heure de la journée. Entouré de restaurants, le marché aux poissons est un prétexte pour venir se promener sur le front de mer, qui fait le lien avec la ville moderne. Très fréquenté en fin de journée, la proximité de l'eau vient apporter un peu de fraîcheur. Bien avant que l'on parle de canal, l'isthme de Panama a toujours été un point de passage stratégique entre les 2 côtes de l'Amérique. 2 ans après le début de la ruée vers l'or en Californie en 1848, le pays se dote d'une compagnie de chemin de fer, avec dès 1869 une ligne transcontinentale qui ne cessera de croître. Évoquée par Charles Quint au XVIe siècle, l'idée d'une route maritime entre les océans était toujours vue comme la solution idéale. Après avoir envisagé un canal au Nicaragua, c'est finalement Ferdinand de Lesseps qui, grâce au succès du canal de Suez qu'il vient de réaliser, se lance dans une aventure épique en 1882. 9 mois seulement après le début des travaux,
un tremblement de terre va faire chuter les cours de l'action de la compagnie, créée pour réaliser le canal. La fièvre jaune va faire des ravages parmi les ouvriers, sans oublier les crues dévastatrices du Rio Chagres pendant la saison des pluies. Gustave Eiffel imaginera un réseau d'écluses pour maîtriser le fleuve. Mais en 1889, les difficultés sont trop nombreuses, sans oublier un affairisme douteux qui déboucheront sur la faillite de la compagnie. Ce sont les Américains qui prendront le relais en 1903, apportant les fonds nécessaires pour 10 ans de travaux supplémentaires. La zone du canal est restée d'ailleurs sous administration américaine jusqu'en 1999. Aujourd'hui, le canal fait 77 km de long, reliant Panama City à Colón dans la mer des Caraïbes. 14 000 navires l'empruntent chaque année et 40 en moyenne par jour. Du simple voilier de croisière aux porte-conteneurs taillés pour passer au plus juste à travers les écluses. Ici, à Miraflores, ce sont des trains électriques qui, de part et d'autre du navire, maintiennent l'axe du bateau. Ils évitent ainsi tout contact avec les parois en béton. C'est le navire qui assure sa propulsion. Avec le tourisme, le canal est une des principales ressources financières du pays. 5% du trafic mondial emprunte le canal. Le chiffre d'affaires dépasse les 1,6 milliard d'euros. Certains cargos payent jusqu'à 200 000 euros le droit de passage. Depuis 2007, des travaux gigantesques ont repris pour agrandir les écluses et faire passer des bateaux encore plus grands. En moyenne, il faut 9 heures à un navire pour franchir les écluses et les 77 km du canal. Des bateaux pilotes, des remorqueurs se relaient pour assurer les trajectoires et éviter tout incident. Dès lors que l'on sort du périmètre du canal, la vie sauvage reprend le dessus. Plusieurs lacs d'eau douce servent à alimenter les écluses. Une aubaine pour toute la faune qui les ont rapidement colonisées. Le Panama a la chance d'avoir encore 40% de son territoire recouvert par la forêt tropicale, dont une bonne partie est encore une forêt primaire. Le parc national de Soberania est une zone protégée de 220 km², bénéficiant d'un climat tropical, et situé à seulement 25 km du centre de la capitale. Le parc abrite plus de 200 types de mammifères et environ 400 espèces d'oiseaux. Plus inattendu, le tatou. La carapace sur le dos est formée de plaques osseuses articulées recouvertes de cornes. Elles habillent la totalité du dos de l'animal, du front jusqu'à la queue. C'est un solitaire inoffensif qui se nourrit d'insectes. Beaucoup plus bruyant, les singes hurleurs, que l'on distingue rarement et dont le cri est inversement proportionnel à la taille. Ce n'est qu'en prenant un peu de hauteur que l'on arrive à se rendre compte de l'étendue et de la densité de la canopée.
En poursuivant sa route vers le nord-est, on atteint assez vite la province de Colón et la côte caribéenne. À l'époque coloniale, c'était une province riche. On y faisait le commerce de l'or et de l'argent. Les pirates rôdaient en permanence. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits sur les restes de l'Empire espagnol. Portobello était à cette époque le port le plus important du pays. Difficile d'imaginer que ce paisible village de pêcheurs était le passage obligé de toutes les cargaisons d'or qui arrivaient du Pérou et que des mules acheminaient ensuite vers la capitale. L'église San Felipe n'a rien d'extraordinaire en apparence, mais elle renferme une statue d'un Christ noir à l'origine légendaire. En 1671, serait arrivé au large de Portobello un galion espagnol en provenance de Carthagène. Pris dans une grosse tempête, il doit se réfugier dans la baie. Il jette à l'eau de lourdes caisses. Les habitants récupèrent le Cristo Nazareno. Ils ont conclu que ce Cristo voulait rester à Portobello et ils placent le bienvenu sur le retable de leur église. Plusieurs places fortes ont été construites par les Espagnols pour défendre la baie. La plus imposante et la mieux placée reste le fort San Geronimo, qui permettait avec ses 18 canons d'avoir toute la baie en ligne de mire. Le bâtiment de la douane, qui date de 1630, a été conservé tel qu'il était à l'origine. C'est ici que les galions devaient enregistrer leur cargaison d'or avant de repartir vers l'Europe. En 1820, le traité interdisant l'esclavage est promulgué. À cette époque, 90% de la population est noire, venant de Saint-Domingue, mais surtout d'Afrique, et en ce qui concerne Portobello, venant du Congo. Chaque année après le carnaval, un festival réunit toutes les formes d'expression artistique, qui rappellent l'époque où des esclaves s'étaient échappés dans la jungle et vivaient en petites communautés. Sandra Eleta, une photographe, a créé un atelier, le Taylor Portobello, où les habitants du village viennent s'exprimer autour de ce que l'on appelle l'art Congo. Le succès a dépassé ses espérances. Tout y est très coloré, très expressif. Une galerie vend une partie des œuvres produites. Parmi les artistes les plus réputés de Portobello, perpétuant la mémoire des Congos, Alberto est une personnalité attachante. Il joue des instruments qu'il fabrique lui-même en creusant patiemment à la machette des troncs de cocotiers. Nous avons jusqu'à maintenant perpétué la mémoire des Congos. Mais le problème aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ne sont pas intéressés par les traditions, en particulier celles des Congos. Et donc ça se perd petit à petit. Un peu plus bas dans la même rue, chez la famille Villanueva, Yanitza va préparer un plat traditionnel que l'on sert en famille en fin de semaine. Arroz con coco y pescado, du poisson au riz et à la noix de coco. C'est du bouillon de fruits de mer. Un peu de piment. Du sel. On mélange bien. Je presse bien pour récupérer le jus de la noix de coco. Luego, para que hierva, Dans la casserole, des haricots secs mijotent déjà avec du riz.
Le poisson va être frit pendant une bonne dizaine de minutes. Ici, les avocats sont d'une taille très généreuse et accompagnent de nombreux plats. Le dimanche, Yanitza revêt volontiers la polera, qu'elle a elle-même confectionnée pendant de longues heures à l'occasion du carnaval. L'occupation américaine a laissé quelques empreintes. Ici, les chauffeurs de bus sont souvent copropriétaires de leur véhicule. Ils le transforment et le décorent de manière parfois spectaculaire. Ceux de Portobello sont connus dans le pays pour être parmi les plus créatifs. En remontant la côte vers le nord-est, la forêt reprend vite le dessus. Il y a encore quelques années, pour aller en territoire Kuna, il fallait des heures de marche pour atteindre Karti. Les Kuna sont un groupe ethnique amérindien du Panama et de la Colombie. La majeure partie des tribus auraient émigré de Colombie au XVIe siècle pour venir s'installer tout au long de l'archipel des San Blas. Lorsque le Panama a accédé à son indépendance en 1903, les Kuna ont créé un territoire autonome avec leurs propres règles. On estime la population Kuna à 70 000 personnes, dont 32 000 vivent sur les îles de l'archipel et 8 000 sur le continent, alors que le reste des tribus vit autour de la capitale. Ici, de Karti, on emmène tout sur les îles, où en dehors des noix de coco, il ne pousse pas grand-chose. L'archipel compte 400 îles. Les Kuna en occupent une quarantaine. Les mouvements sont incessants. La pirogue à moteur est un outil indispensable pour pouvoir circuler. Les Kuna ont bien réussi à s'adapter à la fois à leur nouveau statut et surtout à vivre sur des îles alors qu'à l'origine, ils n'étaient pas un peuple marin. En 1954, après une longue lutte, le gouvernement panaméen a donné aux îles San Blas le statut de comarca, c'est-à-dire celui de réserve. Les plus petites îles ne sont occupées que temporairement par des familles le temps de la récolte des noix de coco. À une époque encore récente, la noix de coco était la principale ressource, et surtout à la base de toute l'économie. Elle servait même de monnaie d'échange. La pêche reste une ressource importante pour tout l'archipel. Dans un territoire contrôlé par un poste frontière, les Kuna s'ouvrent prudemment au tourisme. Les îles possèdent des atouts indéniables, mais la religion des Kuna est intimement liée à la nature. Des prières, des chants rendent hommage au vent, à la beauté de ce qui les entoure. Ils considèrent que les Kuna et la nature font partie de la même entité. Un nombre limité d'îles sont aménagées pour accueillir des visiteurs étrangers qui sont tenus de respecter un certain nombre de règles. Quoi qu'il arrive, il est interdit pour un étranger d'acquérir la moindre parcelle de terre. Les Kuna ont une philosophie basée sur la déesse mère Pachamama. Ils sont matriarcaux. La terre est la propriété des femmes et transmise de mère en fille. Les hommes sont des guerriers, les défenseurs de la terre, et sont honorés comme tels. Ils gèrent aussi les équipes de travail.
Les femmes portent des vêtements très colorés et se parent de bracelets multicolores appelés winnis sur toute la longueur de leurs bras et de leurs jambes. Selon leurs croyances, ces interminables bracelets qui font apparaître des motifs géométriques les protègent des mauvais esprits. Hilberto vit désormais à Panama City, mais revient régulièrement sur son territoire. Notre principale nourriture est à 90% à base de poissons parce que nous vivons au milieu de l'océan. Je dirais les 10% restants, c'est en général du poulet, car nous n'avons pas de viande, nous n'avons pas de vaches, même sur les terres sur le continent. Symbole de la vie quotidienne des Kuna, la pirogue est omniprésente. Taillée pendant plus d'1 mois dans le tronc d'un cocotier. Malgré tous les efforts d'étanchéité, elle prend souvent l'eau. On écope en permanence à l'aide d'une noix de coco. Dès le plus jeune âge, les enfants sont initiés à la navigation avec de petits modèles. Les Kuna vivent en communauté regroupées par famille. L'espace y est précieux, comme ici sur l'île Corbiski, l'île aux pélicans. La demeure est plus ou moins grande, suivant l'importance de la famille. Mais elle comporte presque toujours 3 huttes, disposées autour d'un patio. Si l'habitation est en bord de mer, l'ensemble est complété par un petit ponton de bois. La plus grande case sert dans la journée de salle de séjour et pour la nuit, on y déroule les hamacs pour toute la famille. Ce qui a permis aux Kuna de résister aux propositions des étrangers et des sirènes de l'argent, ce sont leurs règles, très conservatrices, où tout le monde œuvre pour le bien de la communauté, comme pour l'eau. Son approvisionnement est très organisé sur chaque île. Les femmes passent des heures à coudre des molas. Réalisé entièrement à la main, le mola désigne les rectangles de tissu qui ornent à l'origine les blouses de l'habit traditionnel féminin. Le mola, en tant que pièce de tissu indépendante, est collectionné par quelques artistes. Il commence à être exposé par plusieurs grands musées. Un mola comporte plusieurs épaisseurs de coton coloré. Chaque couche apparaît au travers de petites fenêtres ménagées finement au ciseau dans la ou les couches supérieures. Tout est très finement découpé. Un dessin figuratif entouré de lignes géométriques apparaît parfois. Les Kuna en général aiment vivre en groupe et être ensemble. On se regroupe par famille, même sur de petites îles. On peut être très nombreux, mais tout est bien organisé. Si le téléphone portable et la télévision ont rapidement fait irruption dans les foyers, la vie quotidienne reste très tournée vers la mer et les activités de plein air. Même sur une île aussi petite que Corbiski, il y a une école qui dispose de 3 classes. Elles permettent d'assurer l'enseignement des classes primaires. Les plus âgés doivent se rendre sur l'île principale où ils restent pensionnaires pendant la semaine. L'avenir de la communauté dans ces îles est malheureusement menacé par l'inéluctable montée des eaux. La barrière de corail qui protégeait une partie de l'archipel a été en outre sérieusement entamée par les habitants pour surélever et protéger certaines habitations. Une récente réunion du Conseil des Kuma a d'ores et déjà encouragé les familles à envisager un transfert vers la terre ferme. Oui, c'est un fait. Avec le réchauffement climatique, l'eau est en train de monter. Alors, les Kuna disent « on ne sait pas ce qui va se passer, ni quand, ni comment », mais il y a déjà plusieurs communautés qui ont commencé à construire des maisons sur la terre ferme, prêtes à quitter les îles.
L'île de Kartisukdub est une île importante dans cette partie de l'archipel. On y trouve des commerces et plusieurs écoles. La vie communautaire tient une grande place dans le quotidien des Kuna. Elle est régie par le Congresso. Celui-ci est dirigé par des Saïla, que l'on peut considérer comme des chefs coutumiers. Grâce à leur sagesse reconnue, ils vont aider les villageois à régler les problèmes quotidiens. Leur fonction première, cependant, est de faire vivre la tradition. Celle-ci se transmet oralement de génération en génération depuis des siècles. C'est dans la maison du Congresso où tout se décide et se règle. Les habitants s'y retrouvent vers 17 h pour discuter des questions ou des problèmes éventuels à résoudre, que le Saïla, le chef du village et ses adjoints, tenteront de solutionner dans le calme. Le chef, Luis Morphy, est très apprécié. C'est un sage. Il est réélu chaque année depuis 9 ans maintenant. À l'est du pays, la province du Darien est celle qui renferme la plus grande forêt primaire du pays. Il y a 50 ans, 70% du Panama était encore couvert par la forêt. Moins de 40% aujourd'hui. La déforestation reste une question préoccupante, menaçant à la fois la faune et l'habitat traditionnel des Ambera. Les Ambera sont à l'origine un des peuples premiers de la Colombie. Ils vivent aussi dans l'est du Panama. Pour atteindre les premiers villages des Indiens Ambera, il faut remonter la rivière Chagres. À la saison sèche, la remontée de la rivière demande un peu d'exercice à la fois pour éviter les hauts fonds et contourner les obstacles. Le village de Ambera-Droit compte une petite cinquantaine d'habitants. En cette fin de matinée, Euclides Ruiz, le chef du village, et plusieurs femmes sont occupés à pêcher et à préparer le poisson. Les bananes plantains sont des légumes très utilisés en friture par les Ambera. Le village est situé en hauteur de la rivière. Lors de la saison des pluies, le niveau peut brusquement monter. Dans le dernier quart du XXe siècle, les Ambera ont renoncé à leur tenue traditionnelle et ont adopté les vêtements occidentaux. L'apparition du tourisme indigène dans le pays a pourtant suscité un récent retour en grâce de la tenue traditionnelle et favorisé sa visibilité dans le pays et à l'étranger. Les bananes plantains sont coupées en tranches avant d'être écrasées, puis frites. Le village vit en relative autonomie alimentaire.
Mais sa situation géographique à l'intérieur d'un parc national l'empêche de pratiquer une agriculture traditionnelle à base de brûlis. Cette communauté s'est tournée vers le tourisme pour compenser cette diminution de ressources, en mettant notamment en avant sa production de produits de vannerie. On nous a raconté beaucoup de choses à propos du tourisme. Et je pense qu'il fallait essayer. Je pense aussi que l'expérience est bonne. Mais la question, c'est est-ce que la prochaine génération va pouvoir à la fois maintenir nos traditions et continuer à développer le tourisme? Tout n'a pas été aussi paisible. Entre des migrations répétées et des pratiques chamaniques rendues compliquées avec la proximité d'un monde moderne, les tensions ont été parfois vives. Le tatouage est l'une des traditions séculaires des Ambera. Pour réaliser ces dessins géométriques, les Ambera utilisent les propriétés du jus tiré du fruit de l'arbre appelé jagua. Ils peuvent avoir une signification traditionnelle. Quelquefois indiquer l'appartenance à un groupe ou bien n'avoir qu'un but purement esthétique. En ce qui me concerne, le tourisme est rentable. Nous faisons venir de petits groupes pour la journée. Nous arrivons aussi à gagner de l'argent avec de l'artisanat, et en particulier tous nos travaux de vannerie. Et cet argent, on en reverse une partie à la communauté qui va nous permettre de financer des petits équipements pour le village. Nous partons pour l'ouest du pays, vers la province de Chiriquí, à la frontière du Costa Rica, avec des paysages étonnants qui n'ont rien à voir avec le reste du pays. C'est une terre volcanique et riche, avec des mangroves en bord de mer et des terres fertiles plus en hauteur adossées au volcan. Lorsque les Espagnols ont débarqué au début du XVe siècle, ils ont été étonnés de trouver de très nombreuses tribus qui peuplaient la région, espacées parfois de quelques kilomètres seulement, sans aucun contact entre elles. Toutes ces populations furent particulièrement malmenées jusqu'au XVIIe siècle et pour certaines décimées. David est la deuxième ville du pays et Boca Chica le point de départ pour circuler en bateau dans les mangroves, pour aller pêcher ou pour se rendre dans les îles dans le golfe de Chiriquí. D'ici, on part vers le large pêcher le marlin, la dorade ou encore le thon dont les populations sont encore relativement préservées. Les îles du parc national marin du golfe de Chiriquí sont marquées par la présence du volcan sur les terres hautes. Parmi ces 25 îles, une majorité est entourée par un récif de corail.
Ces îles préservées sont aussi le refuge de plusieurs colonies d'oiseaux, de tortues, qui viennent pondre une fois par an, et parfois de singes. Contrairement à la côte caraïbéenne, le tourisme est encore récent sur cette côte du Pacifique. Sur l'île de Boca Brava, cet hôtel est une des exceptions. Ce sont des marins au long cours venus s'ancrer dans la baie qui en ont été les propriétaires successifs. Le dernier en date, David Fraser, un Néo-Zélandais, y a trouvé des similitudes troublantes avec sa terre natale. Ici, on travaille étroitement avec les tribus locales qui ont pu retrouver leurs terres après la tumultueuse période de la colonisation. Certains sont issus des Ngabé bouglés, que l'on retrouve surtout plus haut vers le volcan. En se dirigeant vers Boquete, sur les hauteurs, ces plaines arides sont des terres de transition vers le volcan. Ces hautes plaines ont séduit au XIXe siècle des étrangers bien plus paisibles que les colons quelques centaines d'années auparavant. Ils ont été attirés par ces terres très fertiles, bien arrosées et proposant une incroyable variété de plantes. Ce sont surtout des paysans venus d'Europe et des États-Unis qui se sont installés là en compagnie des peuples premiers de ces lieux, les tribus Ngabé et Bouglé. Au pied du volcan Barou, qui lui culmine à 3475 mètres, les environs de Boquete et ses champs sont à 1700 mètres d'altitude. Ils bénéficient des températures les plus fraîches de tout le pays, ce qui n'a pas manqué d'attirer de nombreux touristes lorsque les chaleurs humides envahissent le reste du Panama. La majeure partie des fruits et légumes vendus au Panama sont cultivés dans ces vallées dont les dénivelés ne sont pas toujours d'un abord facile. Au-delà des légumes traditionnels, la région produit des tubercules et des racines que l'on ne trouve pas ailleurs, comme les racines d'Otoé qui s'apparentent à un gros radis, le yucca, un type de manioc, ou encore le yam, sorte de patate douce mais faiblement amidonnée. La présence du volcan garantit des précipitations régulières, et depuis les années 1990, la culture s'est orientée vers des volumes plus raisonnables, mais de meilleure qualité. Nous sommes au restaurant Cerro Brujo Gourmet, dirigé par le chef Patricia Miranda Allen, un des plus grands chefs panaméens, qui a fait le choix il y a une dizaine d'années de quitter la capitale pour retourner dans sa région natale et pouvoir profiter ainsi de la richesse de tous ses produits. Le succès est au rendez-vous, avec une cuisine qui utilise des ingrédients de grande qualité. Comme le sapote, un fruit plus connu localement sous le nom de mamey, à la texture et à la saveur exceptionnelle. Est-ce que ça pousse ici? Non, ça pousse plus bas, là où il fait plus chaud vers Concepción. C'est là-bas que ça pousse. Ça fait 15 ans que j'ai ouvert ce restaurant. J'ai mes producteurs bio et d'autres produits que je fais pousser moi-même. Des herbes et des aromates. Il pousse ici des plantes que l'on ne trouve pas ailleurs sur aucune autre terre du Panama. Il y a beaucoup de végétaux endémiques ici. Il y en a vraiment beaucoup et une grande variété. Et c'est aussi ce qui me permet de faire la différence dans ma cuisine. C'est une réduction du lait de coco. C'est un coco qui pousse sur la côte atlantique et qui a un très léger goût de sel. C'est le seul qui permet d'obtenir avec cette réduction cette saveur. Je m'en sers pour assaisonner mes salades.
Difficile de faire passer à l'image l'explosion de saveur et de fraîcheur d'une telle salade. Les clients qui font l'effort de s'aventurer sur les pentes du volcan en sortent rarement déçus. Au début des années 90, le café du Panama n'avait qu'une réputation toute relative, jusqu'au jour où des exploitations ont commencé à faire pousser du geisha, une variété originaire d'Éthiopie qui va s'acclimater de façon exceptionnelle. Le geisha est devenu un des plus grands crus du marché mondial, avec des prix qui dépassent les 350 € le kilo. Héctor Vargas, dans son exploitation, la Milagrosa, fait pousser plusieurs variétés de café, dont le fameux geisha. Le café pousse très bien sur une terre volcanique et cela donne une saveur particulière, le goût est différent. Tito, comme on l'appelle là-bas, est non seulement un passionné, mais aussi un artisan très futé. Il a fabriqué toutes les machines qu'il utilise pour préparer les grains de café, du broyage de la cerise jusqu'à la torréfaction. Tito a mis au point un astucieux système de séchage des grains pour profiter au mieux des éclaircies qu'accorde le volcan. Pour obtenir cette qualité, la terre est importante, mais c'est le process qui est aussi important, et aussi le séchage naturel. Et c'est uniquement ainsi que l'on peut obtenir une saveur d'exception, et ce café, c'est comme un bon champagne. Dans cette pièce, Tito goûte sa production et effectue des tests de torréfaction dans un petit four rotatif de son invention avec lequel il va plus ou moins griller ses grains selon le goût du consommateur à qui il est destiné. Les Américains aiment une torréfaction très rapide pour un goût qui ne soit pas prononcé. Les Français ont une cuisson médium, alors que les Italiens grillent leurs grains de manière avancée, de manière à obtenir une saveur corsée. C'est une vocation, c'est sûr, mais c'est aussi ce travail artisanal avec un process traditionnel qui me permet d'obtenir un café de cette qualité. À la fin de la journée à Boquete, tout le monde rentre des champs et des fermes. On se retrouve pour écouter un peu de musique ou se détendre entre amis en partageant un verre.
C'est aussi à ce moment-là que le volcan peut décider de dévoiler une partie de son sommet, pour conclure un voyage riche en découvertes et en rencontres, qui permettra sans aucun doute d'avoir une autre perception de ce pays attachant.